Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre webinaire. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Si oui, vous voudrez bien me le notifier dans la boîte de messagerie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Merci, Madame Diarra. Merci beaucoup depuis le Mali. Donc, nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre intérêt que vous manifestez depuis plusieurs années à nos activités. Le thème d'aujourd'hui de ce webinaire gratuit, c'est d'échanger un peu sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et les services aux clients. Est-ce qu'il y a une opposition ou une collaboration? Comme vous le savez, ces dispositions, ces dernières années, ont été renforcées et agissent aussi, bien sûr, l'accès aux services, mais aussi à leur utilisation par nos clients. Est-ce que nous en avons fait des alliés au développement pour le développement de nos opérations, ou bien c'est un élément qui freine, qui perturbe ou qui ralentisse notre capacité à servir nos clients? C'est un peu le thème de nos échanges avec nos intervenants, et ce serait dans un format d'entretien où je vais, en tant que modérateur de la séance, nous allons leur poser des questions et ils vont essayer de nous répondre au regard de la pratique qu'ils ont, de la connaissance qu'ils ont de ces différents euh, dispositifs et aussi les effets que cela a sur les opérations, les services que nous rendons à nos clients. Merci. Alors, moi, c'est Fonton Sylvestre Ronfou. Je suis le directeur gérant du cabinet FSH Expertise et nous avons, depuis plusieurs années, et surtout grâce à votre soutien, nous avons fait le pari de vouloir offrir des services de renforcement de capacité de formation en ligne aux institutions de microfinance en priorité pour faciliter l'accès aux services, aux formations au niveau de ces institutions, puisque la pratique, la réalité du terrain, l'amélioration des compétences ne peut intervenir que par la formation. Et face à cette réalité, il y a aussi les questions de moyens, hein, de moyens pour financer les formations. Et nous avons voulu exploiter les, les opportunités de la technologie parce que cela permettra non seulement de toucher un grand nombre, d'accord, mais aussi à moindre coût. Et c'est ce que nous avons entrepris depuis 2020 et nous sommes à chaque fois heureux, satisfaits de votre présence, de votre participation à nos activités. Et l'année dernière, grâce à vous, nous avons pu réaliser 15 ateliers de formation en ligne, dont 3 ateliers masterclass, c'est-à-dire des ateliers qui se déroulent en plusieurs séances de 3 à 4 heures. Et nous avons pu toucher tous ces pays que vous voyez en ligne. Nous avons eu 191 participants, soit une moyenne de 13, et plus d'une quarantaine d'institutions de microfinance touchées. Et nous avons eu aussi des nouvelles institutions qui nous sont venues du Togo, du Burkina, de la RDC et du Sénégal. Nous avons aussi, comme nous l'avons proposé cette année, ce que nous appelons les AFELI, les ateliers de formation en ligne en interne, qui permettent d'organiser par le même canal de la technologie, de la nouvelle technologie, des instruments de visioconférence, d'organiser des formations spécifiques aux institutions au regard de leur réalité pour tenir compte dans ces formations des pratiques qu'elles ont. Et nous avons pu organiser cela avec 2 institutions l'année dernière et aussi organiser des formations en présentiel. Donc, aussi bien en ligne, nous pouvons passer rapidement du virtuel au réel, si cela vous intéresse. Nous avons des experts repartis dans tous les pays francophones pratiquement, et suivant vos besoins, suivant vos intérêts, nous pouvons organiser des formations spécifiques. Mais nous avons aussi notre planning de formation qui est en cours d'exécution. Et cette année, nous aurons
plusieurs offres que nous mettons déjà en œuvre. Nous avons déjà réalisé plus de 5 formations en ligne cette année avec au moins une dizaine de participants. Nous voulons déjà remercier les institutions qui nous ont fait confiance au cours de cette année. Et nos offres, vraiment, sont des offres qui tiennent compte de tous les domaines de gestion des institutions de microfinance, de la conformité dont nous avons parlé tout à l'heure, à la gestion du crédit, gestion de l'épargne, mais aussi à la gestion de la performance sociale et environnementale. Et alors, pourquoi s'intéresser à nos formations? C'est plusieurs années d'expérience que nous mettons à votre disposition, d'accord? Et nous avons un réseau d'experts qui est disséminé dans tous les pays, comme je le dis, d'Afrique. Donc, c'est la possibilité que vous avez avec nos services d'accéder à des formations animées par des experts de haut niveau, et ceci à moins de coût. Parce que c'est un de nos défis. C'est pourquoi nous disons au niveau du cabinet FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Et nous avons prochainement 2 ateliers et sur l'audit externe des institutions de microfinance. Comme vous le savez, l'audit externe, c'est à la fois un élément de conformité, mais c'est aussi un élément de coût important pour les institutions. C'est la grosse dépense obligatoire que nous sommes obligés de faire chaque année. Il faut donc en tirer le maximum de profit pour que cet audit externe-là puisse profiter à l'institution pour améliorer son système de gestion des risques. Et comment y arriver? C'est ce que nous allons faire dans cette formation, voir comment tirer profit de l'audit externe pour qu'à chaque audit externe, il y ait un succès, il y ait aussi une amélioration de nos pratiques en matière de gestion des risques opérationnels. Donc, c'est aujourd'hui même la fin des inscriptions. Si vous êtes intéressé, je vais vous balancer le lien d'inscription tout à l'heure. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire et faire inscrire vos collègues, vos collaborateurs. Le deuxième affaire, c'est dans une semaine. La fin des inscriptions est dans une semaine. C'est sur les techniques de supervision de l'épargne à la carte. Comme vous le savez, l'épargne à la carte est complètement développée. Ça permet réellement de réaliser l'inclusion financière, de permettre à un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas souscrire au cours d'une ouverture de compte, qui ne peuvent pas, pour des risques de coûts de transaction, c'est-à-dire être obligé de se déplacer, laisser les activités pour aller faire des transactions. Ce service permet à ces gens-là d'accéder aux produits d'épargne, de pouvoir faire de l'épargne dans les institutions sécurisées. Mais ce service n'est pas sans risque. Ça demande un certain nombre d'exigences, notamment en termes de la supervision. Comment superviser ce service-là pour non seulement cerner les risques, mais pour pouvoir tirer le maximum de profit. Et ça va être animé par un expert togolais, donc du Togo, bien sûr. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Je vais aussi envoyer le lien d'inscription dans la boîte de messagerie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Alors, pour participer à nos formations, nous offrons plusieurs possibilités de paiement. Vous pouvez payer par mobile money, vous pouvez aussi payer par Western Union, les moyens grammes, transferts internationaux d'argent, mais vous pouvez aussi payer par virement bancaire. Suivant vos possibilités, nous vous offrons ces divers moyens pour faciliter toujours, dans notre logique, l'accès à nos formations aux institutions de microfinance. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire en introduction. Je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour votre participation. Alors, nous avons aujourd'hui 2 intervenants qui vont nous échanger, donner leur avis sur le sujet, le thème de notre webinaire. Je vais m'assurer que M. Bapio est là. Si je ne le vois pas, je sais que... Monsieur Bapio, vous êtes là? Donc, vous avez la possibilité... Oui. Bonsoir. OK, super. OK. Donc, les participants, vous avez la possibilité d'activer votre micro et d'intervenir. Alors, pour faciliter un peu la séance, les caméras sont coupées. Et pendant les interventions des uns des autres, les micros vont être coupés aussi. C'est seulement ceux qui ont la parole qui vont avoir leur micro activé. Donc, je vous invite à respecter cette disposition pour faciliter un peu le déroulement de la séance.
Alors, si vous avez des préoccupations pendant les interventions, vous pouvez écrire ces questions dans la boîte de messagerie ou dans la boîte de chat. La boîte de questions, je vais me faire l'effort après de les transmettre aux intervenants. Donc, comme vous le savez, le thème de notre séance, c'est quelle collaboration ou bien quelle opposition on peut trouver dans les dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent et du terrorisme. Et nous avons deux intervenants. Nous avons M. Bapio Bazongo, qui est responsable des opérations et du développement à Grensal. Donc, il est de Burkina Faso. Et il a une formation en comptabilité et un brevet professionnel en microfinance. C'est plus de 17 ans d'expérience. Et puis, il a réalisé au niveau de Grensal, qui est une institution importante au niveau du secteur de la microfinance du Burkina Faso. Et il a occupé plusieurs postes au sein de cette institution, contrôleur interne, chef service contrôle permanent, chef service opération, aujourd'hui responsable des opérations du développement. Donc, au-delà de son côté opérationnel qui nous intéresse dans ce webinaire, mais il a aussi une pratique en matière de contrôle, donc de conformité, et il pourra vraiment faire le lien entre les deux et nous permettre vraiment de voir les possibilités de collaboration qui existent entre, est-ce qu'avec ce qui est proposé aujourd'hui, tout l'engouement, tout le moyen qui sont mis en place pour assurer une conformité réglementaire au niveau des institutions sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, est-ce que les opérations peuvent vraiment se développer partout où il faut, surtout pour répondre aux exigences, aux besoins d'inclusion financière qui existent dans nos pays. Alors, je ne sais pas si cette présentation de M. Bazongo lui convient. Est-ce qu'il a envie d'ajouter quelque chose? M. Bazongo, vous pouvez Non, c'est bon, il n'y a activer pas de... vous pouvez activer votre caméra et nous dire si cette présentation vous convient. Oui, la présentation me convient. OK, merci beaucoup, Bapio. Merci. Alors, la deuxième personne, c'est, comme je l'ai l'habitude de dire, c'est une des stars de la conformité au niveau de la RDC. C'est M. Baroba, aussi un de nos experts formateurs sur la thématique, puisque avec lui, l'année passée, nous avons réalisé une formation sur le thème. Je pense que cette année, il va nous aider encore sur plusieurs autres, sur les thématiques de conformité, etc. cette année. Et nous allons essayer même d'aller un peu plus en tenant compte des métiers, des fonctions au niveau des institutions et voir les exigences qu'ils auront en matière de conformité par rapport aux dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux et financement du terrorisme. Donc, M. Baroba est licencié en droit. Il est aussi assistant, il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il a plus de 6 ans d'expérience. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un spécialiste du sujet. Il a passé tout son temps là-dessus, bien sûr, aussi en tant que contrôle interne. Donc, il a travaillé à SS Bank en RDC, Vision Fond en RDC, et actuellement, il est le responsable du contrôle interne permanent, conformité et gestion des risques de l'IMF Profinance, qui est aussi une institution de microfinance en RDC. Mais il est auteur, c'est pourquoi tout à l'heure je parlais de style de la question, il est auteur de plusieurs ouvrages sur la question de conformité. L'un des ouvrages, c'est le guide pratique de conformité bancaire. Et il publie aussi régulièrement dans des revues de renommée internationale et en Afrique. Il a publié dans un article au niveau de Financier à l'Afrique, qui est une magazine spécialisée sur le plan financier et économique en Afrique, sur le thème contrôle interne permanent, guide de sécurité des actifs d'une institution financière. Donc, c'est lui qui va nous donner vraiment son regard en termes de spécialité de la conformité, pour voir est-ce qu'il y a vraiment tout ce qui est demandé, est-ce qu'il y a possibilité vraiment de collaborer avec les opérationnels pour pouvoir faire évoluer, développer un bon service aux clients. Alors, Monsieur Balabo, vous avez des ajouts à faire sur votre présentation. Est-ce que cela vous convient?
Merci beaucoup. Je crois que vous avez tout dit en ce qui me concerne. Peut-être une petite précision. Vous voyez, j'ajoute Oui, souvent aux côtés de mon nom CSM parce que je suis également Certified Compliance Manager de Global Compliance Institute de l'Australie. Voilà. J'ai une ok, certification. merci beaucoup pour... Oui, allez-y. Non, c'est l'ajout que j'avais. Je crois que c'est bon. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, monsieur, le CCM, c'est que il est certifié hein, par une organisation australienne spécialisée dans la conformité, d'accord, conformité bancaire surtout. Donc, il a une certification en à ce niveau-là. C'est ça qu'il a ajouté. Donc, voilà un peu présenté nos intervenants. Alors, les questions que nous avons à leur poser, la première question, nous allons essayer de le poser de la poser à monsieur Bazongo. Et si monsieur, monsieur Balabo Bazongo. a des ajouts, Oui. monsieur Balabo a des ajouts, il peut aussi le faire ou donner aussi son point de vue. Donc, la première personne qui va intervenir, c'est monsieur Bazongo. Alors, OK. la première question de savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et quelle est sa place dans le secteur financier, puisqu'on le voit, c'est comme si c'est seulement à ce niveau-là que le financement se fait. Tout ce qui est dit en matière de lutte contre le blanchiment, c'est beaucoup plus à l'endroit des emplois, des services, des gestions financières. Financière. Alors, dites-nous, qu'est-ce Alors, que donc, c'est quoi la lutte contre le blanchiment et la place que cela occupe dans le secteur financier? Allez-y. d'accord. Donc, tout d'abord, je vais prendre d'abord à l'avance mes excuses pour les ratés parce que c'est la première fois que je participe à ce genre de webinaire. Donc, c'est sûr que il y aura peut-être des points qui ne seront pas bien éclairés, mais je pense que mon copanélis est là pour apporter aussi plus d'éclaircissement. Voilà, c'est la première fois que je participe à ce genre de webinaire. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est que le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, et bon, et dire en gros quelle est sa place dans le secteur financier. Comme vous l'avez si bien dit, la loi est beaucoup plus orientée côté secteur financier. Donc, on va se pencher sur cet aspect aussi. Voilà. Donc, ce que je peux dire déjà, selon l'article 7 de la loi 2016 AN du 3 mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et le blanchiment de capitaux se fait à travers plusieurs agissements ou comportements, notamment la conversion ou le transfert de biens par toute personne qui sait ou qui aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dits biens ou d'aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. Nous avons aussi la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle des biens ou des droits irrélatifs par toute personne qui sait ou qui aurait dû savoir que ces biens proviennent d'un crime ou délit ou d'une participation à un crime ou délit. Donc, l'acquisition, la détention, l'utilisation de biens dont celui qui s'y livre sait ou aurait dû savoir au moment où il les réceptionne que ces biens proviennent d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à un crime ou un délit. Donc, ainsi, on peut dire que le blanchiment des capitaux, c'est non seulement défini comme un processus dans lequel le produit ou le revenu du crime subit une série d'opérations visant à changer, déguiser ou dissimuler volontairement son origine illicite ou criminelle pour lui donner une apparence licite, mais aussi le blanchiment consiste à convertir, transférer, acquérir, utiliser un bien sachant qu'il provient d'un crime ou délit ou de la participation à un crime ou délit. Donc, comment ça se passe? Il faut se dire que
il y a dans le cadre du blanchiment de capitaux, il y a 3 étapes essentielles dans le processus de blanchiment de capitaux. Il y a la première étape qui est d'introduire dans le système bancaire ou financier les fonds provenant du crime ou délit, les délits sous-jacents, dans le but de changer la nature criminelle. Donc, comme exemple, on peut dire, c'est de procéder à des versements de dépôts de petits montants sur des comptes bancaires. Voilà, ça c'est la première étape qu'on appelle le placement ou le prélavage. La deuxième étape va consister maintenant à éloigner ces fonds illicites de leur origine à travers des transactions financières complexes et opaques réalisées en chaîne, le plus souvent entre plusieurs pays dans le but de brouiller les pistes et de dissimuler les traces de l'origine de ces fonds. Donc, l'étape 2, c'est l'empilement ou le lavage. Et la troisième étape, maintenant, va consister à donner une origine licite, une apparence licite à ces fonds criminels. Voilà, pour pouvoir en jouir en toute impunité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire du blanchiment du capitaux. Donc, comme infraction sous-jacente, nous avons beaucoup de types d'infractions sous-jacentes, plusieurs infractions sous-jacentes. Je ne vais pas donner la liste de tout ce qui est comme infraction sous-jacente, mais nous allons donner juste quelques exemples, notamment la participation à un groupe criminel organisé et la participation à des rackets. Il y a la question du terrorisme, y compris son financement, la traite des êtres humains, l'exploitation sexuelle, le trafic illicite d'armes. Donc, il y a aussi la corruption et la concussion. On en trouve tous les jours dans notre société, la fraude, le détournement, les meurtres et les blessures. Donc, voilà un peu quelques exemples d'infractions sous-jacentes. Donc, le financement du terrorisme, c'est quoi? Toujours selon cette même loi du 3 mai 2016 à son article 8, et définir le terrorisme comme étant tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, fournit ou réunit des biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés pour la commission d'actes terroristes par un terroriste ou un groupe de terroristes. Donc, voilà un peu la définition que confère la loi au financement du terrorisme. Donc, l'acte s'entend, tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé lorsque, par sa nature, son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Donc, voilà ce que je peux dire un peu du financement du terrorisme, ce que la loi donne comme définition du financement du terrorisme. Donc, les activités sont diverses. Voilà, donc depuis des actes isolés jusqu'à des activités planifiées de groupe. Oui. Donc, les sources de financement peuvent provenir non seulement d'activités illégales, allant de petites criminalités jusqu'au crime organisé, le trafic de stupéfiants et d'êtres humains. Mais il y a aussi des sources, souvent aussi des sources légitimes, souvent fournies par les membres de l'organisation, obtenues par l'utilisation abusive, surtout des organisations à but non lucratif. Donc, pour financer les activités terroristes, ils ont besoin souvent de collecter et de mobiliser des fonds ou des moyens, de les déplacer d'un territoire à un autre en vue de leur utilisation à des fins terroristes. Donc, le coût direct de l'organisation d'actes individuels est modeste aux dommages qu'ils peuvent causer. Voilà. Cependant, le maintien d'un réseau terroriste ne saurait ce que une cellule spécifique mobilise une grande quantité de ressources pour assurer le recrutement, les voyages et les entraînements, la planification et le passage à l'acte. Voilà.
Donc, on peut dire ici... Bazongo, si Oui. on entend, ça veut dire que, en fait, quel que soit le blanchiment ou le financement du terrorisme, c'est le même procédé, mais dans un premier temps, pour le blanchiment, on prend de l'argent issu des actes criminels sous toutes les formes, on les met dans le circuit financier et on essaie de rendre ça licite. Et la même chose au niveau du financement du terrorisme, on les prend de l'argent, que ce soit d'origine licite ou illicite, et on finalement pour financer des buts terroristes. Merci beaucoup. Alors, monsieur Balabo, alors pourquoi c'est dans le secteur financier que cela se passe? Est-ce que c'est le seul endroit où la question du blanchiment ou du financement du terrorisme doit se poser ou bien se pose? Merci beaucoup, monsieur Sylvestre. Je voudrais souligner que la définition, nous venons de l'entendre, c'est bien plus clair. Et parce que toutes les lois, en ce qui concerne la législation en matière de blanchiment des capitaux, tirent leur origine des 40 recommandations du GAFI. Alors, donc, la définition, c'est pratiquement la même dans la majorité des lois. Alors, par rapport à votre question, je voudrais d'abord commencer par revenir à l'objectif. Pourquoi on doit lutter contre le blanchiment des capitaux avant de dégager la place de cette lutte dans le secteur financier? Alors, pourquoi on doit lutter contre le blanchiment des capitaux? Quels sont les objectifs? Les objectifs de cette lutte, c'est d'abord pour prévenir les activités criminelles. Monsieur Bapio plutôt venait de nous lister toute une gamme d'infractions sous-jacentes au blanchiment des capitaux. Et si on doit lutter, c'est notamment pour prévenir ces infractions, ces activités criminelles, et particulièrement pour ce qui est de financement du terrorisme, en privant ces criminels des fonds ou encore d'aides possibles qui peut leur permettre de continuer à perpétrer des actes criminels. D'autre part, l'objectif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'est d'assurer la solidité et l'intégrité ainsi que la stabilité du système économique et financier. Comme vous le savez, quand on parle de blanchiment des capitaux, ce sont des actes qui peuvent avoir des impacts importants sur l'intégrité du système économique ou financier de tout un pays. Raison pour laquelle cet engagement est beaucoup plus important pour non seulement les secteurs financiers, mais également pour l'ensemble des systèmes financiers de l'ensemble de nos pays. Voilà un peu ce que je peux dire en peu de mots pour ce qui est de l'objectif de la lutte. Alors, quelle est la place de la lutte dans les secteurs financiers? Parce que généralement, nous avons l'impression que cette matière de blanchiment ne concerne que les secteurs financiers et particulièrement les banques ainsi que les institutions financières. Moi, je vous dirais que c'est une affaire de tous parce que si on doit bien lire nos différentes lois qui régissent les politiques nationales de nos différents pays en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, vous allez remarquer que sont assujettis, il y a plusieurs autres secteurs professionnels ou encore il y a plusieurs autres assujettis que les institutions financières. Donc, ce n'est pas une exclusion, une exclusivité du secteur financier, mais ça va bien au-delà du secteur financier. Mais si on met l'accent sur les secteurs financiers, c'est particulièrement parce que c'est le secteur auquel les blanchisseurs ou encore les criminels financiers, les terroristes, recourent le plus pour arriver à atteindre leur objectif, soit de blanchir ou encore de commettre les actes terroristes. Un terroriste, par exemple, qui doit envoyer l'argent quelque part, il va utiliser le système des secteurs financiers. Un blanchisseur également, s'il a obtenu son argent par les voies illicites, il va chercher une banque pour faire les dépôts et essayer de monter une activité pour ne pas qu'on arrive à déceler l'origine illicite de ces fonds. Voilà un peu ce qu'on peut dire de l'importance de la lutte contre le blanchiment dans les secteurs financiers. Mais ça va bien au-delà parce qu'il y a également
les secteurs immobiliers qui est généralement touché parce qu'il y a des gens, il a commis un acte criminel, il ne va pas aller directement à la banque, il va préférer aller acheter une maison, il va contacter une agence immobilière et chercher à opérer une transaction immobilière pour conserver l'argent qu'il a acquis par des voies illicites. Il y a beaucoup d'autres secteurs, il y a les avocats qui sont aussi assujettis à la loi, il y a les notaires qui sont assujettis à la loi, il y a plusieurs autres secteurs d'activité qui sont assujettis à cette loi. Il y a les associations sans but lucratif qui ont aussi des obligations pour mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ok, merci beaucoup, monsieur Barabo, pour cette précision. Alors, c'est vrai que, comme vous le dites, ce n'est pas seulement le secteur financier, il y a tout. Mais quand on voit ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui justifie? Comment on peut expliquer le développement de la réglementation? Et pas seulement le développement de la réglementation, mais l'accent qui est mis sur son respect au niveau des institutions financières. Vous voyez, par exemple, des organes de contrôle qui vont juste pour faire des contrôles sur la conformité réglementaire par rapport à la loi. Alors qu'il y a d'autres éléments aussi qui présentent des risques systémiques pour le secteur. Alors, pourquoi ça? Je ne sais pas si vous pouvez répondre en attendant que M. Bazongo vienne donner aussi ses préoccupations sur cette question. Oui. Ok, il y a un accent qui est mis sur la réglementation, mais aussi sur le contrôle des établissements de crédit en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce n'est pas en vain. C'est parce que ça dénote d'une importance capitale. Et ce n'est pas d'abord au niveau des institutions, c'est au niveau des pays et même au niveau international. Il y a tout un engagement de la communauté internationale à travers le GAFI qui met l'accent sur cet aspect. Et même, comme vous le savez, il y a des régimes de sanctions qui sont prises par les Nations Unies pour sanctionner certaines entités ou certains individus qui sont considérés comme représentant un risque élevé en matière notamment de criminalité financière, mais aussi en matière de terrorisme. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui relève des institutions financières. C'est quelque chose qui va au-delà des pays. Mais si on met l'accent dessus, parce que, surtout pour une institution financière, c'est ce qu'on appelle la réputation. Et actuellement, les institutions qui ont des meilleurs dispositifs en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux inspirent même plus confiance. Même les clients, des fois, pour arriver à s'engager dans une institution, les clients commencent également à examiner pour s'assurer est-ce que c'est une banque qui est crédible. Et quand on doit définir les critériums d'une banque crédible, on voit également les moyens que cette banque a mis en place pour lutter contre la criminalité financière. Parce que c'est également une obligation, parce qu'on parle maintenant de la responsabilité sociétale des entreprises, particulièrement des institutions financières. C'est une façon pour la banque de contribuer dans l'assainissement du secteur financier en luttant contre la criminalité financière. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard. De même, surtout pour les banques, en ce qui concerne les relations avec les partenaires extérieurs. Vous êtes une institution financière, vous devez signer un contrat de partenariat avec, je prends l'exemple d'un groupe de messagerie financière. On va vous soumettre à des questionnaires sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ce n'est pas en vain. C'est parce qu'on veut s'assurer que vous êtes crédible. Parce que on va permettre à Bazongo, en tant que responsable des opérations, comment il voit ça? Comment lui voit ça de son côté opérationnel? Est-ce que le développement de la réglementation est propice? Parce que c'est très bien quand j'écoute M. Barabo, c'est très responsabilité sociale, tout ça. Mais concrètement, est-ce que ce n'est pas un poids de plus? Peut-être qu'on aborde ici en même temps la troisième question. Est-ce que ce n'est pas un poids de plus, hein? Monsieur Bazongo, en tant que responsable des opérations, la réglementation aujourd'hui, c'est quoi? Le développement surtout, les contrôles qui se multiplient de la part des banques centrales. Comment vous voyez ça? Oui, je trouve que d'abord, il faut dire que le secteur financier, c'est le secteur qui est le plus exposé au blanchiment des capitaux. C'est le secteur le plus exposé. Aujourd'hui,
vous avez vu dans les conséquences des blanchiments du capitaux et le financement du terrorisme, c'est que ça crée de la distorsion au niveau de l'économie. Alors, et quand on sait que le secteur financier, c'est le secteur qui enregistre beaucoup plus de transactions, donc il va de soi que la réglementation soit plus orientée, que comment on appelle ça, l'État et les différents organes aient plus de regard sur ce secteur. Parce que c'est le secteur le plus exposé où vraiment très facilement on peut arriver à faire du blanchiment ou à financer du terrorisme. Ne serait-ce qu'en ouvrant des comptes et en faisant des petits dépôts, plusieurs comptes et en faisant des dépôts, des petits dépôts ou des transferts de de moyens, mais avec le temps, c'est des gros sous, c'est de l'argent qui circule. Voilà, donc le secteur financier est beaucoup exposé. Moi, je dis que si on veut évoluer dans une économie saine, il va de soi qu'on arrive à assainir ce secteur-là. Et assainir le secteur, c'est vraiment mettre en pratique cette réglementation, les dispositifs prévus par la loi, pour permettre aux différents acteurs d'évoluer de façon saine sur le marché. Vous voyez, quand vous avez, par exemple, dans le cas du financement du blanchiment du capitaux, vous avez une entreprise, vous avez créé honnêtement votre entreprise et quelqu'un qui va faire du blanchiment, qui se retrouve sur le marché, le même secteur de marché avec vous, qui a blanchi de l'argent et qui se retrouve sur le même secteur de marché avec vous, ça va être une concurrence déloyale parce que lui, la finalité, ce n'est pas le produit qu'il vend, mais plutôt il veut blanchir son argent. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est vrai que on dira que c'est un poids de plus, mais en termes d'opération, en termes de transparence, je pense que la réglementation, pour moi, elle est la bienvenue. Elle va permettre d'assainir aussi le secteur. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, quand on voit le développement, tout ce qui est mis comme arsenal, institutions spécialisées dans chaque pays, dans les régions, est-ce qu'aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux et financement terroriste, est-ce que les dispositions sont devenues des contraintes, la contrainte majeure pour les institutions financières? Est-ce que se conformer à cette réglementation, c'est quelque chose qui préoccupe de plus les institutions, plus que les autres exigences réglementaires, comme par exemple les ratios prudentiels, toutes ces choses-là, la nécessité d'auditer les comptes? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place, est-ce qu'on n'est pas en train de dire, soit vous vous conformez à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, soit vous disparaissez? Est-ce que ce n'est pas la seule contrainte finalement à respecter sur le plan réglementaire? Monsieur Bazongo, je ne sais pas si vous voulez... Non, je ne pense pas que ce soit la seule chose, comment on appelle ça, contrainte en matière de surveillance. Quand vous regardez, je dirais même que jusqu'à présent, en dehors des institutions de l'article 44, je pense que les autres institutions n'ont pas... Il y a beaucoup d'institutions aujourd'hui qui n'ont pas encore mis en place un programme, un dispositif efficace de lutte contre le blanchiment des capitaux. Voilà. Donc, je pense que ce n'est véritablement pas une contrainte aujourd'hui. Je dirais peut-être que d'ici là, si les autorités de tutelle, telles que dans notre zone ici, peut-être qu'il y aura des sanctions qui vont contraindre certaines institutions à se conformer. Sinon, quand vous regardez aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'institutions qui n'ont pas de dispositif en tant que tel pour lutter contre le blanchiment. Ok, merci beaucoup. Monsieur Barabo, pour vous, c'est quoi la lutte contre le blanchiment? Une contrainte parmi tant d'autres ou bien c'est la principale aujourd'hui pour laquelle tout le monde doit se débrouiller pour se conformer? Ok, je dirais que c'est une contrainte parmi tant d'autres, mais qui doit avoir une certaine priorité. Je vais y revenir. Et je poursuis d'abord en ce qui concerne le développement de la réglementation en précisant que la réglementation en matière de blanchiment des capitaux, tout comme la législation, est très dynamique. Elle dépend de l'évolution des techniques de blanchiment. Parce que aujourd'hui, par exemple, il y a une activité qui peut-être ne pas être considérée comme représentant un risque élevé de blanchiment des capitaux, mais après un temps, après les études liées aux déclarations des opérations suspectes, on découvre une nouvelle technique de blanchiment des capitaux. Il y aura une réglementation qui va maintenant suivre pour empêcher
l'utilisation de cette technique. Elle est très dynamique et dépend de l'évolution même des activités au sein des établissements de crédit et partout ailleurs. Aujourd'hui, on parle maintenant de la digitalisation des opérations, raison pour laquelle, vous voyez, en matière même de KYC, on tient compte de tous ces paramètres et ça vient faire évoluer la réglementation en matière de blanchiment des capitaux. Nous avons maintenant des intégrations mobiles et ce sont ces aspects qui représentent également un risque. La réglementation doit tenir compte de ça. On ne va pas rester avec une réglementation qui tient compte seulement du fait que les clients doivent venir faire un dépôt, ils doivent venir faire un retrait, alors que maintenant, là, quelqu'un peut être à la maison en train de faire des dépôts et des retraits. Donc, on doit tenir compte de l'évolution. Il y a les crypto-monnaies et consorts, on tient compte de ça. Alors, pour revenir à votre préoccupation, est-ce que la réglementation est la contrainte majeure? Je dirais que c'est une contrainte majeure, mais c'est une contrainte parmi tant d'autres. Majeure parce que vous allez convenir avec moi que les obligations en matière de blanchiment des capitaux sont généralement portées par des lois. Il y a chez nous, par exemple, en RDC, il y a toute une loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est donc une obligation. Vous devez respecter cela. Et tous les assujettis, y compris particulièrement les établissements de crédit, ont cette obligation légale d'abord avant tout. Parce que si vous ne respectez pas, vous ne faites pas seulement face au régulateur, qui est l'autorité, qui est la Banque centrale ici chez nous, mais aussi vous faites face à l'État, qui, chez nous par exemple, qui a même mis en place un système de responsabilité pénale de certains cadres au sein des établissements de crédit et même de l'établissement de crédit lui-même. Vous voyez? Donc, vous faites face à l'État qui peut user de ses moyens, notamment la justice, pour vous amener devant le cours des tribunaux. Vous faites aussi face aux régulateurs. Et cette obligation, bien sûr, c'est l'une des obligations majeures, mais tout ce qui concerne les aspects prudentiels doivent également aller de pair. Vous n'allez pas regarder seulement le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et négliger certains ratios prudentiels parce que ça peut toujours retomber sur vous. De même, si vous négligez les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, vous vous focalisez sur les ratios prudentiels et les autres aspects opérationnels, vous allez vous retrouver en difficulté parce qu'en cas de contrôle, on peut vous pénaliser. On vous pénalise, vous payez une pénalité qui va absorber tout ce que vous aurez à réaliser comme bénéfice. Vous voyez un peu, donc ça doit s'équilibrer dans la pratique. Merci. Merci beaucoup, M. Barabo. Alors, concrètement, est-ce que vous avez eu chez vous, au niveau de votre institution, à faire des changements dans vos pratiques opérationnelles, dans vos politiques, grâce ou bien à cause des exigences réglementaires sur la lutte contre le blanchiment? Vous pouvez nous donner un exemple et nous dire, par exemple, si ces changements que vous avez introduits dans votre manière de faire profitent ou non aux clients, facilitent les opérations avec les clients. Si vous avez des exemples à nous donner, ce serait parfait. Ok, je crois qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle législation, une nouvelle réglementation, on fait les efforts de nous conformer. Et ce qui touche plus aux clients, c'est notamment le processus d'entrer en relation avec les clients. À l'époque, par exemple, l'identification des bénéficiaires effectifs, par exemple, de nos clients n'était pas encore prise en charge par la réglementation. Et aujourd'hui, il y a la loi qui a intégré cette notion. Hormis la loi, il y a aussi la réglementation de notre autorité de régulation qui a intégré cette notion. Et on commence maintenant à mettre en place ces dispositifs, notamment un formulaire qui permet à ce que vous puissiez expliquer aux clients que si c'est une entité personne morale, que voilà, il y a d'abord vous qui êtes là, mais aussi les personnes qui sont les bénéficiaires effectifs de toutes les opérations que vous faites doivent faire l'objet d'une identification parce qu'ils ont une part de responsabilité et ils doivent être identifiés. Nous devons nous rassurer que ces activités, plutôt ces personnes ne font pas l'objet de sanctions, par exemple, parce qu'il y a certaines personnes qui, sachant qu'il est très exposé en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, ne va pas s'afficher directement dans le processus
de gestion d'une entreprise. Il va se cacher derrière d'autres personnes et ces personnes peuvent poser des actes et sans que lui ne soit visiblement au premier plan. Raison pour laquelle nous devons les identifier. Ça, c'est un changement. Nous, par exemple, chez nous, on a mis en place tout un formulaire d'identification des personnes, des bénéficiaires effectifs, des entités personnes morales, mais aussi des entités personnes physiques. Et s'il y a un changement qui a eu à impacter la clientèle, je dirais c'est par rapport aux visites. Parce que maintenant, on doit s'assurer notamment de l'adresse des clients. On doit s'assurer que les clients résident où, mais aussi on doit s'assurer de l'identification des clients. Parce qu'il y a certains clients, par exemple, qui n'avaient pas besoin d'une pièce d'identité. Chez nous, ici, c'est d'abord difficile pour un client d'avoir une pièce d'identité. Et pour ouvrir un compte, vous devrez impérativement avoir une carte d'identité. On peut accompagner les clients, tout comme il y a plusieurs clients qui, sur le plan de la formalisation de leur business, n'avaient pas certains documents. Mais puisqu'il y a les obligations de la conformité qui obligent ces clients d'avoir des documents officiels, notamment l'immatriculation et consort, un client vient voir, je veux ouvrir le compte, j'ai une entreprise, vous le visitez, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement une activité commerciale. Mais puisqu'il n'y a pas de documents, vous l'accompagnez dans ce processus, vous lui dites avant d'avoir un compte, vous devrez avoir une autorisation d'ouverture d'abord de votre activité, vous devez vous faire immatriculer et on accompagne le client, il obtient les documents. Non seulement il va être en règle avec l'État, mais il va aussi formaliser son activité commerciale qui va lui ouvrir d'autres portes. Donc, ça, c'est quand on vous écoute, ça veut dire que grâce aux exigences réglementaires, vous pouvez aider nos clients, par exemple, dans le secteur de la microfinance, où la plupart sont dans l'informel, à formaliser leur activité. Effectivement, parce que si vous voulez ouvrir, un client peut venir vous voir, je veux avoir un compte pour ses activités commerciales, mais il veut ouvrir un compte personne physique. C'est à vous maintenant de l'orienter pour lui dire, le compte, ça sert à quoi? S'il dit c'est pour épargne de mon salaire, ok, vous pouvez ouvrir un compte personne physique. Mais s'il dit c'est pour mes activités commerciales, vous êtes obligé de l'accompagner à obtenir les documents pour que ces activités aient un sens. Parce qu'on ne va pas comprendre qu'un client qui est là, il a un compte en son nom propre, il commence à faire beaucoup de transactions, voire des virements pour acheter des histoires dans un compte personnel. Ça, c'est au niveau de la conformité que vous allez l'aider dans ce processus pour se conformer à avoir la documentation qu'il faut pour l'exercice de son activité commerciale. On va permettre à M. Bazongo, s'il a aussi des exemples à nous ajouter, est-ce que grâce au dispositif, vous avez eu des changements dans vos procédures et vous avez mis en place des choses qui facilitent, enfin, qui permettent de satisfaire les clients ou non? Est-ce que vous avez des exemples à partager avec M. Bazongo? Bon, exemple, je dirais, c'est pratiquement la même chose que le prédécesseur a dit. Il s'agit surtout, nous intervenons beaucoup en milieu rural, parce que nous avons commencé même, d'ailleurs, on a commencé par le milieu rural. Et aujourd'hui, avec cette réglementation, c'est comme il a si bien dit, nous sommes obligés d'accompagner, parce que nous avons accompagné un certain nombre de clients qui n'avaient même pas de documents d'identité. Et aujourd'hui, avec la réglementation, nous sommes obligés, on ne peut pas les abandonner, on est obligé de les accompagner, à avoir les documents d'identité et pouvoir continuer à faire des transactions avec nous. Donc, il en est de même pour les entreprises, comme il a dit, les personnes morales. Alors, si vous faites, vous ouvrez un compte à notre niveau, vous êtes en votre nom personnel, vous allez faire des transactions, l'activité va grandir, on sera obligé de vous dire, si vous voulez un certain niveau de crédit, d'accompagnement, vous êtes obligé de vous formaliser pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, en ce moment aussi, nous allons accompagner, nous allons les orienter pour qu'ils puissent se formaliser. Et puis voilà, et pour qu'on puisse toujours continuer à les accompagner. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter à ce que le professeur a dit. On va aborder en même temps la question suivante. Alors, concrètement, est-ce qu'il y a eu des moments où, dans le cadre de vos activités, dans vos opérations, en tant que responsable de développement des opérations, vous avez, dans le respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, vous avez mis en place des opérations qui ont satisfait, vraiment, qui ont été à la satisfaction des clients. Vous venez de donner l'exemple peut-être de
de la formalisation, mais est-ce qu'il y a au niveau concret, parce que nous, nos activités, c'est les dépôts, les retraits, les transferts d'argent, est-ce que dans le cadre de votre activité, le respect de la réglementation a permis de mettre en place chez le service des opérations qui ont donné satisfaction aux clients? Est-ce que vous avez des occasions comme ça que vous avez vécues et que vous voulez partager avec nous? Donc, à notre niveau, ce que je peux dire, il faut dire que bon, le dispositif LBC à notre niveau est encore embryonnaire. Nous sommes en train de travailler à le rendre plus dynamique. Donc, ça fait que, bon, dire qu'on a un service, bon, là, on n'a pas vraiment pas une expérience à partager avec vous. Voilà. Mais je veux dire que nous sommes en plein dedans. Voilà, pour essayer de rendre ce service-là dynamique. Ok. Alors, M. Barabo, vous pouvez nous partager des choses avec nous sur cet aspect-là. Est-ce que, grâce au service, aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment d'argent, vous avez pu donner satisfaction à un client? Je crois que oui, parce qu'il y a d'abord le processus KYC qui est très capital et qui aide énormément, même sur le plan quand vous identifiez le client, quand vous comprenez ce besoin, vous allez savoir facilement, vous avez la possibilité de lui proposer des services qui correspondent à chaque profil. Vous voyez, donc, rien qu'avec le KYC, ça vous permet d'avoir des cibles bien précis, et même de calibrer vos offre et service aux clients en fonction des besoins de ses clients. Vous allez lui demander, par exemple, quelles sont les opérations dans le formulaire KYC, bien évidemment, quelles sont les opérations que vous allez commencer à faire en ligne. Quand le client vous dit déjà que je veux commencer à faire, par exemple, des virements, je vais commencer à faire les FX, je veux commencer à faire je vais solliciter un crédit, vous savez déjà que lors de l'entrée en relation, nous avons un potentiel client qui va bénéficier tel produit, tel autre produit. Et rien qu'avec ces informations, vous pouvez faire une étude, analyse des données, essayer d'orienter votre stratégie commerciale par rapport aux informations que vous avez recueillies auprès des clients lors de la due diligence ou encore lors du processus de KYC, de l'entrée en relation avec les clients. Donc, personnellement, j'ai toujours dit que le respect des dispositifs AML, généralement de conformité, c'est un atout pour une institution. Et c'est également un atout pour la promotion et le développement de tout établissement de crédit. Parce que la satisfaction, c'est aussi lorsque le client est venu et on le sert en respectant ses droits. Parce que la conformité, c'est quoi? C'est aussi la protection des droits des consommateurs. Et nous veillons également sur ça. S'il y a des réglementations qui, par exemple, rendent gratuits certains services ici chez nous, nous avons les ouvertures de comptes qui sont gratuits, les clôtures de comptes qui sont gratuits, nous avons les opérations de retrait qui doivent être gratuites. Et nous, de la conformité, nous veillons pour que ces opérations soient gratuites. Alors qu'à l'époque, c'était d'abord des opérations qui étaient des fois payantes. Quand tu veux clôturer le compte, tu dois payer. Dans notre pays, par exemple. Mais maintenant, c'est gratuit. Et nous, au niveau de la conformité, ce que nous faisons, c'est de nous rassurer que nos institutions respectent toutes ces mesures-là. Et pour moi, j'estime que ça contribue à la satisfaction du client. Voilà un exemple très clair que je peux. Ok, merci. Maintenant, la question qui fâche, est-ce qu'il y a eu des moments où quand même, à cause des dispositions réglementaires, on n'a pas pu vraiment donner satisfaction au client? Parce que, enfin, de ma position, je pense que je reçois beaucoup de récriminations sur le service à la clientèle, un retrait qui est impossible parce qu'on veut respecter les dispositions légales sur la lutte contre le blanchiment d'argent, une ouverture de compte qui est rendue compliquée, etc. etc. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus ces occasions? Quand on compare par le passé, il y a 10 ans, 5 ans en arrière, est-ce qu'aujourd'hui, ces opérations courantes ou simples, banales dans nos institutions, est-ce que ces opérations ne deviennent pas compliquées un peu au détriment de notre service à la clientèle? Ok, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un impact sur le service à la clientèle. On ne peut pas nier
On ne peut pas nier qu'il n'y a rien, tout va bien. Il y a un impact, ça c'est évident. Parce que dans le processus d'identification, il y a plusieurs interventions dans certaines institutions. Au-delà du service clientèle, il y a le service conformité qui doit également intervenir, émettre son avis. Et tout ça, ça peut avoir un impact sur les délais de traitement. Deuxièmement, par exemple, pour les limites par rapport à certaines opérations, ou la réglementation, que ce soit la réglementation tout comme la législation, interdit. Par exemple, chez nous, on a connu vraiment beaucoup de difficultés. La loi interdit, la réglementation également interdit qu'un client ne peut pas faire un retrait de plus de 10 000 $. Alors qu'à l'époque, ça se faisait. Et brusquement, il y a la loi qui intervient qui vous oblige de ne pas payer le client en espèces un montant de plus de 10 000 $. D'abord, c'est compliqué de commencer à expliquer au client que vous avez l'argent dans votre compte, mais on ne peut pas tout vous donner. Vous voyez? C'est une contrainte, mais tout passe par la façon dont vous abordez les clients et la façon dont vous arrivez à le faire comprendre la raison pour laquelle il ne peut pas retirer au-delà de 10 000 $. Donc, la pédagogie, c'est un élément important au niveau du service clientèle pour la prise en charge des clients parce que les clients se fâchent. Ça, on doit se le dire. Les clients, de fois, sont fâchés parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est son argent. Pourquoi il ne peut pas tout prendre? Pourquoi on doit lui demander de prendre seulement une partie? C'est à nous maintenant de lui expliquer le bien fondé de cet interdit. Et généralement, c'est soit au niveau de la caisse, soit au niveau du service clientèle où on arrive à faire comprendre aux clients et c'est recommandé de faire lire au client même la réglementation qui porte ces interdits pour que lui-même comprenne que ce n'est pas par votre mauvaise volonté que vous ne voulez pas lui donner son argent parce que ça peut aussi courir les rues pour dire qu'ils ont un problème d'argent alors que vous êtes en train de respecter tout simplement la réglementation. Donc, tout passe par la pédagogie et l'approche que vous utilisez pour faire comprendre aux clients. Ok, merci beaucoup, M. Barabo. Alors, M. Bazongo, pour vous, c'est compliqué. Est-ce que ça complique les opérations aujourd'hui? Oui, pour compléter ce que M. Barabo vient de dire, il a pris le côté retrait. Il y a aussi les dépôts. Vous voyez aussi ici la réglementation. Quand vous accumulez, déjà il y a la DSTE, la déclaration systématique des transactions en espèces. Oui. Ça veut dire que quand vous accumulez des dépôts retraits, le tout cumulé de 15 millions dans la quinzaine du mois, systématiquement, nous devons faire une déclaration au niveau de la CENTIF. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il arrive des moments qu'il y a des clients qui viennent, par exemple, pour faire des dépôts de plus de 15 millions, 20 millions. Alors, donc, déjà, lors de ce dépôt, vous devez, avec le client, comprendre la provenance de ces fonds. Il ne suffit pas, c'est vrai, c'est de l'argent. Nous avons besoin de cette ressource pour fonctionner, mais il faut aussi, avec le client, il y a un questionnaire qu'il faut renseigner et le client doit vous dire la provenance de ces fonds. Donc, souvent, ce n'est pas simple. Voilà, parce qu'il trouve que c'est son argent, pourquoi on cherche à comprendre où il a eu l'argent. C'est comme si on l'accusait d'être un voleur. Vous voyez, donc par moment, ce n'est pas du tout simple. Je pense que, bon, c'est comme le professeur l'a dit, il faut vraiment il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait. C'est-à-dire que l'ensemble même du personnel doit être formé sur la LBC-FT, ça veut dire que chaque fois que quand vous vous retrouvez face à un client où il y a des situations pareilles, tu dois pouvoir avoir les mots justes, l'expliquer, le convaincre et obtenir l'information voulue. Donc, ce n'est pas du tout aisé par moment. Oui. Il y a des clients qui comprennent, il y en a qui sont très nerveux. Voilà. Ils vont vous dire, écoutez, si vous ne voulez pas, peut-être il y a d'autres institutions qui ne mettent pas en pratique ou qui n'ont pas ce dispositif, ils préfèrent aller là-bas. Donc, vous voyez que ce n'est pas sans conséquence. Alors, est-ce que cette affaire, enfin, la manière de faire, par exemple, les contraintes à l'entrée, les contraintes au retrait, est-ce que ça ne va pas développer aussi d'autres comportements qu'on essaye depuis des années, grâce à la microfinance, l'inclusion financière de réduire, comme garder l'argent à la maison, sous le lit, dans les champs, dans les pièces? Est-ce qu'on ne va pas avoir des effets pervers sur le secteur financier, sur les bonnes habitudes en matière d'éducation financière, quand on regarde tout ce qui est fait dans les programmes d'éducation financière dans chaque pays pour amener les gens à avoir les bonnes habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet pervers
selon vous? Jean-Marc, peut-être? Oui, ce que je dirais, le risque peut toujours être là, mais tout part d'abord de la politique nationale du pays qui guide un peu ses exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Et le plus important, c'est la vulgarisation. Je crois que c'est la communication, c'est le moyen le plus efficace pour essayer de faire comprendre les gens. Parce que quelqu'un qui est dans le commerce, vous n'allez pas dire qu'il va thésauriser son argent pour continuer à évoluer comme il faut. Les systèmes financiers, c'est quelque chose qui est indispensable pour tout commerçant de renom. Pour toute personne qui est dans les affaires, il sera contraint, c'est une contrainte. Ça peut décourager peut-être les personnes qui n'ont pas atteint un certain niveau, mais ils vont finir par revenir au système financier. Parce que maintenant, là, pour certaines transactions, on vous oblige d'avoir un compte. Pour des signatures de gros contrats avec des grands partenaires, on ne va pas vous donner l'argent en espèces. Donc, peu importe, quelqu'un peut faire des caprices, mais c'est incontournable de jouer des services des établissements de crédit. Donc, c'est un atout. Même pour l'acquisition des biens personnels, j'étais chez un notaire où c'est affiché en grand caractère. Toutes les transactions de plus de 5 millions de francs CFA se font par virement bancaire. Voilà, il y a ces obligations qui naissent maintenant. C'est dans le but notamment de tout ramener au circuit financier. Et même au-delà de ramener les opérations au circuit financier, on a tendance actuellement de se détacher des billets en espèces. Les opérations deviennent de plus en plus numériques. Vous voyez un peu la tendance. C'est comme ça que le monde de la finance est en train d'évoluer. Et à un certain moment, on va se retrouver, tu achètes, tu n'as pas besoin de sortir des billets, tu achètes seulement électroniquement, tu payes, puis tu passes ton chemin. Tu n'as plus besoin de te promener forcément avec la liquidité sur toi. Donc, le monde tend un peu à devenir à ce niveau-là. Ok, merci. Alors, monsieur Bazongo, pour vous, l'effet pervers, c'est possible ou non? L'effet pervers est possible, comme l'a dit monsieur Balabo. Je pense qu'au départ, ça va être un peu difficile. On aura il y aura de la réticence. Ça va créer l'effet pervers dont vous aviez parlé. Je prends l'exemple d'un client qui nous avons pu démarcher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans une autre structure. Maintenant, chaque fois quand il partait pour faire, c'est un gros commerçant, chaque fois quand il partait pour faire des dépôts, on lui posait tellement de questions sur la provenance des fonds, mais il ne comprenait pas. L'institution en question n'a pas eu le temps de l'expliquer, de bien l'expliquer. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un coffre-fort et il avait gardé son argent par devers lui dans sa boutique. Donc, à un moment donné, nous avons pu le démarcher et la première fois, quand on l'a posé les mêmes questions à la caisse, je pense qu'il a cherché à comprendre et c'est là qu'on l'a expliqué le pourquoi de ce formulaire qu'il fallait renseigner. Vous voyez, et à partir de cet instant, il a compris et nous avons vu toutes ces transactions arriver sur son compte à notre niveau. C'est clair que dès le départ, il y aura de la réticence, il y aura de la méfiance, mais avec les contraintes réglementaires, les gens, à un moment donné, ils n'auront plus le choix que de disposer de comptes. C'est comme on le disait plus haut, vous voyez que le secteur financier reste quand même un gros risque de financement. Donc, si on ne l'assainisse pas, ça va être une bombe. Voilà. Alors, la question maintenant, quelle va être votre réponse? Est-ce que pour vous, la lutte contre le blanchiment d'argent, est-ce qu'il y a le besoin de développement des opérations? Est-ce qu'il y a collaboration ou il y a une opposition? Pour vous, si vous devez répondre, qu'est-ce que vous allez dire? Je dirais que c'est deux éléments qui se complètent, voilà, qui doivent aller forcément ensemble. Pour moi, ces deux éléments doivent forcément aller ensemble. Parce qu'on ne peut pas faire de la lutte contre comment on appelle ça? On ne peut pas vouloir développer les opérations en faisant fi de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Parce que là, nous allons créer, nous risquons même de tuer le secteur économique. Parce qu'on a vu des pays comme l'Argentine,
a mené en temps où les transactions mafieuses ont pris possession des institutions et c'était la faillite générale. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment, les deux vont de pair. Donc, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de collaboration, ils sont ensemble, quoi. En fait. Oui, ils sont ensemble. Et surtout quand dans le contexte actuel que nous vivons, je prends le cas particulièrement du Burkina Faso, je pense que actuellement, nous devons avoir beaucoup de la méfiance par rapport à ces transactions. Parce que si le terrorisme dure depuis des années, c'est que quelque part c'est alimenté, il y a de l'argent qui permet tout ça. Exactement. Et ça ne peut que aussi passer par, la plupart du temps, par le secteur financier. Exact. Merci pour votre avis. Alors, M. Barabo, pour vous, vous êtes sur la même ligne que M. Bazongo ou bien vous voyez une opposition ou une collaboration? Il n'y a aucune opposition parce qu'en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, c'est une affaire de tous, en fait, même au sein d'un établissement de crédit. Ce n'est pas une affaire de l'agent de conformité. Il y a vraiment des choses à clarifier. Ce n'est pas une affaire du responsable de conformité ou encore de l'agent en charge de lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est une affaire de tous. Et s'il y a un responsable en charge de lutte contre le blanchiment, c'est notamment pour recueillir les informations et peut-être s'assurer que ceux qui sont au niveau opérationnel respectent la politique ou la procédure en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Donc, il ne peut même pas y avoir opposition. Deuxièmement, si vous faites fi, par exemple, de contraintes liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux, parce que vous voulez développer vos opérations, c'est bien bon, faites-le. Mais au moment venu, vous allez vous rendre compte du coût de la conformité sur vos activités. Rien que la réputation, vous savez ce que cela peut faire à une institution financière qui a subi une sanction financière, qui est sur les réseaux sociaux suite à un scandale, et la population peut ne plus faire confiance à cet établissement de crédit-là. Et quand une institution perd la confiance, ça devient compliqué. Deuxièmement, vous dites on développe les opérations, on ne va pas respecter tout ce qui est exigence en matière de blanchiment des capitaux. Mais vous aurez quel partenaire? Vous n'aurez pas de partenaire. Vous ne pouvez pas, pour des banques par exemple, avoir des banques correspondantes. C'est impossible, inimaginable d'établir une relation de correspondance bancaire si vous n'avez pas un dispositif de conformité qui correspond aux standards admis. Vous ne pouvez pas avoir une relation d'affaires ou de correspondance bancaire. Vous ne pouvez pas avoir des bailleurs de fonds. Parce qu'avant qu'on mette les fonds à votre disposition, on doit s'assurer que vous prenez en charge tous les aspects liés à la lutte contre le blanchiment des capitaux. C'est maintenant un impératif. Donc, une banque qui estime, ou une institution de microfinance qui estime qu'elle peut développer ses opérations sans se pencher sur les dispositifs de conformité et plus particulièrement de lutte contre le blanchiment des capitaux, est en train de faire faux chemin parce qu'à un certain moment, elle va s'arrêter et ça sera l'effondrement. Ça ne se négocie même pas. Des banques, il y a certaines qui ont déjà connu des conséquences et j'espère dans l'histoire, on voit tous. Donc, c'est quelque chose qui ne se négocie pas plus de nos jours. Il y a 20 ans, une banque pouvait se permettre, mais de nos jours, en tout cas, ça devient compliqué. Ce sont des contraintes qui doivent être impérativement respectées. Ok, merci beaucoup. Donc, on voit bien qu'en fait, il n'y a pas une opposition. En fait, il y a des procédures à intégrer dans les opérations pour permettre à ces opérations d'être en ligne avec les exigences réglementaires et que ça contribue un peu à l'assainissement des secteurs, mais ça contribue aussi à la professionnalisation de nos clients qui ont besoin aussi de mettre en place un certain nombre de choses au niveau de leurs institutions, de leurs activités pour être plus professionnels. Ça va faciliter plus tard les diligences que nous allons faire, par exemple dans les opérations de crédit, etc. Et même dans la définition des services dont ils auront besoin. Merci à tous. Alors, la dernière question pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Parce que c'est des moments, la disposition de lutte contre le blanchiment d'argent, par exemple, quand vous prenez la zone de Yomoa, ça vient comme un coup de massue sur des institutions qui n'étaient pas préparées, qui n'avaient pas cette approche des choses, et on les oblige du jour au lendemain
des missions de la commission bancaire qui vient uniquement pour voir ça. On est obligé à mettre en place des services. Tout ça, c'est des éléments de coût qui pèsent sur les charges opérationnelles, qui peuvent détériorer certains nombre d'indicateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on prend les institutions financières, les banques centrales, et même l'État, comme vous l'avez dit, c'est aussi, ça a des répercussions sur les politiques nationales. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que les dispositions sur la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme participent à un meilleur service aux clients au niveau des institutions financières? Je ne sais pas qui était à l'autre. Oui. Je peux commencer. Je crois que la première des choses à faire, c'est d'intégrer la culture de conformité au sein de l'organisation de tout établissement financier et de crédit. Il faut qu'il y ait une culture de conformité qui soit non. Il faut qu'au niveau des hauts cadres de l'institution, qu'ils comprennent les enjeux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, que ce sont des enjeux qu'on ne peut plus négocier. Et ils doivent les adopter comme tels. En mettant en place d'abord des politiques et des procédures en matière de blanchiment des capitaux qui se conforment aux exigences réglementaires et légales également, en désignant au sein de l'institution une personne qui aura la charge de prendre en charge, excusez-moi pour la tautologie, tous les aspects liés à la conformité. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, si pas une fonction de conformité, qui est gérée par un effectif de gens qui prennent en charge tous ces aspects. Et il faut miser également sur la compétence, parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un juste pour se conformer à la loi. Il faut tenir compte également de la qualité des agents que vous prenez qui peuvent exercer cette fonction. Parce que c'est une nouvelle fonction qui nécessite assez que vous puissiez beaucoup lire et vous mettre à jour régulièrement parce que tout change à tout moment. C'est important de prendre quelqu'un qui a les aptitudes nécessaires pour vous permettre de mettre en place un bon dispositif de conformité qui peut vous aider à répondre aux exigences des autorités de régulation. Troisièmement, c'est aussi important, actuellement la conformité, on ne sait plus la gérer seulement manuellement. C'est important de recourir au logiciel. Il y a des applicatifs qui permettent à ce que vous puissiez prendre en charge beaucoup d'aspects liés au monitoring, à l'identification des clients, à la classification des clients par risque. Donc, ce sont là ces contraintes, bien sûr, qui a un coût derrière, mais cela vaut la peine d'être engagé. Donc, voilà un peu de façon sommaire ce que tout établissement de crédit est censé faire pour se conformer aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de façon générale pour avoir un dispositif de conformité adapté et qui correspond aux exigences réglementaires. Ok. Et au niveau des banques centrales aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Peut-être que je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il y a une action des banques centrales pour faciliter cette affaire-là aux institutions de financières? Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que même la Banque centrale elle-même est assujettie à la lutte contre le blanchiment des capitaux. Les différentes banques centrales sont assujetties. Et à leur niveau, en tant qu'autorité de régulation, c'est à travers la réglementation déjà, ils donnent des orientations aux assujettis, mais elles devraient également accompagner les assujettis parce qu'il y a certaines contraintes. Notamment j'ai évoqué tantôt l'acquisition d'un logiciel, mais il y a des COPEC qui ont du mal à avoir suffisamment de moyens pour se doter d'un logiciel qui prend en charge les aspects de conformité. Et s'il y a une banque centrale qui peut soit développer un logiciel qu'elle peut partager avec ses assujettis, ça peut être un coup de pouce. Donc, mettre en place des politiques qui accompagnent les institutions afin de se conformer en matière de blanchiment des capitaux, pas seulement pour venir faire le contrôle, constater les écarts et frapper avec des pénalités, mais aussi accompagner, même techniquement, elle peut organiser des formations de sensibilisation des établissements de crédit et surtout des dirigeants, parce que généralement, c'est au niveau de la direction qu'il y a peut-être des résistances parce que l'institution doit faire des profits, doit faire les chiffres et quand vous allez dire il faut acquérir un logiciel, c'est un coût pour les dirigeants. Des fois, on a du mal à s'engager et
tout ça, ça peut être un frein. Raison pour laquelle la Banque centrale peut aussi prendre l'initiative d'engager, d'avoir un cadre de discussion avec les dirigeants afin de les conscientiser sur l'importance de cet aspect. Donc ça peut relever la sensibilisation, tout ça, ça peut relever également, ça peut être comme une contribution de la Banque centrale dans la mise en œuvre de la politique. Merci, Barabo. Monsieur Bazango, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des institutions financières ou des banques centrales pour une meilleure conformité aux dispositions sur la lutte contre le blanchiment et aussi pour une meilleure satisfaction des clients? Ok, je dirais que Monsieur Balabo, comme on le dit, a marché sur ma langue. C'est exactement ce que j'avais noté comme point. Surtout du côté de la Banque centrale, c'est vraiment d'accompagner les institutions financières. Comme il a si bien dit, vous savez, bon, souvent on veut bien faire, mais financièrement, les institutions, certaines structures sont limitées. Et quand vous prenez le coût actuel de l'acquisition d'une solution LBC, FT, les coûts sont énormes. Alors, je pense que si la Banque centrale peut, je ne sais pas, en tout cas accompagner les institutions ou développer une solution dans ce sens, à moindre coût pour les institutions, ça va être très intéressant pour les institutions. Voilà. Donc, au niveau des IF, en plus de ce qu'il a dit, moi, je pense aussi qu'il faut organiser peut-être des campagnes de sensibilisation à l'intention des clients, parce qu'il faut qu'ils ne pensent pas que c'est seulement l'institution qui les impose ces contraintes, qu'ils sachent que c'est une question réglementaire, c'est une question de droit, c'est une question de loi et que tout le monde doit s'inscrire dans cette dynamique. Oui. Donc voilà un peu ce que je pourrais ajouter à ce que le professeur a dit. Merci. Alors pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je ne sais pas s'il y a des questions, on sera ravis de recevoir. Oui, on va passer à tout à l'heure. On va passer tout à l'heure aux questions. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à tous les échanges que nous venons d'avoir, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure nos échanges d'abord en attendant de permettre aux autres participants de réagir? Pour moi, mon mot de fin, ça va être une invite aux institutions qui ne sont pas encore engagées dans le processus de la lutte contre le blanchiment de capitaux, c'est de vraiment trouver les moyens de s'y engager parce que d'ici là, c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines institutions ne sont pas encore dans la dynamique. La Banque centrale n'a pas encore, les sanctions ne sont, bon, pour le moment, je n'ai pas encore vu de sanctions tomber, mais ça ne saurait tarder. Alors que les gens prennent la mesure de la chose et qu'au niveau de chaque structure, déjà qu'on commence à réfléchir et qu'on mette les moyens pour mettre en place au sein de chaque structure ce dispositif LBC qui pourra permettre à l'institution vraiment d'échapper, de se conformer à la réglementation et échapper éventuellement à des sanctions. Et voilà ce que je pourrais dire. Merci, Bazongo. Barabo? Oui, monsieur Sylvestre, je vous remercie d'abord pour ce cadre de discussion. C'est important d'en avoir et ça permet à ce qu'on se parle entre établissements de crédit. Voilà. Autre chose, ce que je voudrais insister, c'est par rapport à la collaboration. Parce qu'il y en a qui pensent que respecter les obligations réglementaires en matière de blanchiment des capitaux, c'est quelque chose qui freine le développement d'une institution. Alors que c'est faux, ce n'est pas pour freiner, c'est pour se conformer. Et quand on se conforme, on est plus durable dans le développement et plus rassurant. Vous n'allez pas faire des développements éphémères qui, après un scandale ou une sanction, tout va tomber dans l'eau. Donc c'est important qu'on se mette cela en tête. Et même à nos collègues qui sont dans les services opérationnels, je suis ravi d'intervenir avec M. Bapur qui a été d'abord au niveau du contrôle, qui est maintenant au niveau opérationnel. Je crois qu'il a une bonne vision des choses et il comprend bien la portée des différentes exigences. Donc, c'est un atout en fait, c'est important. On ne peut pas s'opposer, on doit plutôt se compléter. C'est une collaboration
Ce n'est pas une guerre qu'on mène entre opérationnels et agents qui sont au niveau des fonctions de contrôle. C'est une collaboration, ça ne peut pas être une guerre. Si dans une institution, on considère ça comme une guerre, alors il y a alors un sérieux problème. Voilà ce que j'avais à ajouter par rapport à la collaboration qui doit régner et à l'importance même de se doter d'un dispositif de conformité. Merci beaucoup, messieurs, pour ce partage d'expérience, ces échanges. Alors, les amis, si vous avez des interventions à faire dans le cadre des échanges, vous pouvez activer votre micro, lever la main et puis activer votre micro. Si vous avez des questions pour les intervenants, allez-y aussi. Vous pouvez activer votre micro si vous avez des interventions, des commentaires, des ajouts, des questions pour nos intervenants. Allez-y. La parole est maintenant à vous, les chers participants. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir dans le débat, dans les échanges? Oui, monsieur Papa Ndiaye, allez-y. Activez votre micro. Merci beaucoup. C'est monsieur Ila Bichirina. Je suis vraiment très content d'écouter ces débats. Ça m'enrichit vraiment beaucoup. Je peux dire que je suis un débutant dans la conformité et ça me fait plaisir de vous rencontrer et d'écouter tout ce que vous avez pu parler avec nos intervenants. Ce sont des personnes un peu et des questions très pertinentes qui nous permettent comment de contrôler, comment de faire des choses vraiment bien. Je suis aussi un agent de crédit et je crois qu'en faisant la conformité et à être conforme avec ce que nos intervenants ont pu parler, en tout cas, ça nous met aussi à l'aise en tant qu'agent et pour que les choses se passent vraiment bien. Je suis juste très content et je vous remercie que ce genre de rencontres, ce genre de choses, que ça ne s'arrête pas ici et que ça continue, ça nous permettra de s'enrichir et de connaître encore plus. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Merci, Chéribin, qui a pris la parole à la place de M. Ndiaye. M. Ndiaye, maintenant, vous pouvez intervenir. M. Ndiaye, vous pouvez activer votre micro. Hein? Allô, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me félicite des échanges vraiment sur la question du blanchiment et du financement du terrorisme. Je me présente, je suis Papa Ibn Ndiaye, responsable juridique de Cori Microfinance, une institution de microfinance au Sénégal. Enchanté, oui. Oui, j'aimerais peut-être apporter une participation au débat. Oui, allez-y. Relativement à la loi sur le financement du terrorisme, une nouvelle loi est sortie en date de décembre avec une directive de la BCEAO notamment. Maintenant, la loi est relative à la lutte contre le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Mm-hmm. Il faut indiquer cela maintenant. Ok, super, je vois. Donc, il y a l'élargissement du champ. Oui, il y a un élargissement du champ d'action. Maintenant, cette loi ici est corroborée avec une directive de la BCEAO datant du 8 février 2024. Cette décision même a été prise par le Conseil des ministres de l'UMOA du 21 décembre 2020, fixant des seuils pour la nouvelle loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et cette directive de la BCEAO incite les États à y conformer dorénavant. Maintenant, cette directive de la BCEAO même fixe des montants seuils
auxquelles les institutions de microfinance doivent s'y conformer. OK. C'est cela mon intervention. D'accord. Donc, il y a une... Aussi, j'aimerais ajouter aussi que la BCEAO même a mis des sanctions concernant certains établissements financiers qui au Bénin, on a vu des sanctions financières même, allant de 300 millions à une institution financière au Bénin pour non-conformité relative à cette loi. OK. Donc là, les sanctions ont commencé, hein, M. Babio, il y a déjà des sanctions. Oui. Peut-être pas dans le secteur microfinance, peut-être pas directement au niveau des sanctions de microfinance, mais au moins les banques commencent par être sanctionnées par la Banque centrale, la BCEAO. Voilà. OK. Ça marche. Merci beaucoup, M. Ndiaye. D'autres interventions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à nos intervenants pour qu'ils vous apportent les réponses? Il n'y a pas de réaction, hein? Donc, alors, peut-être un dernier tour de table, sinon un dernier tour de parole à nos intervenants pour clôturer cette séance. Monsieur Barabo, vous êtes là? Monsieur Bazongo, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. On n'a pas de réaction. Il y a Fimin qui trouve les échanges riches, mais je n'ai pas eu d'autres. Oui, si vous avez un mot pour clôturer la séance, allez-y. Alors, d'abord, c'est de dire merci au cabinet qui a organisé ce webinaire. Ça serait intéressant pour nous si chaque fois il y a ces webinaires que nous puissions participer. C'est très enrichissant. C'est en même temps partage d'expérience. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Nous disons merci au cabinet pour nous avoir permis de s'exprimer ce soir sur le sujet. Maintenant, c'est juste une doléance à voir avec peut-être vous et le copanéliste qui animait. S'il y en a qui ont déjà des solutions LBC, qui utilisent des solutions LBC dans leur structure et qui fonctionnent très bien, on aimerait peut-être entrer en contact avec l'éditeur pour voir aussi est-ce que, en fonction du coût et de la qualité de la chose, si on peut, parce que nous sommes actuellement à la quête aussi d'une solution toute faite pour, dans le cadre de la LBC. OK. Donc, si vous connaissez... Merci. Voilà. OK, merci. D'accord, on va voir avec les autres s'ils ont des solutions. Et M. Balabo aussi, il a aussi des solutions, il peut partager avec nous. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire pour ajouter à l'intervention de M. Bazongo? Moi, OK. Je voudrais d'abord répondre à sa préoccupation. Je peux recommander, il y a un logiciel que je connais, que je peux recommander pour ceux qui sont dans le besoin de se doter d'un logiciel de gestion de conformité automatisé pour la gestion de certains aspects, notamment les screenings sur les listes de sanctions, les listes des PEP, le monitoring des opérations. C'est un logiciel qui est assez à jour, qui a même intégré l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont dans le besoin, ils peuvent m'écrire. Je crois que vous avez mon numéro et je peux les recommander ou les orienter auprès de l'éditeur. Le prix est plus ou moins abordable par rapport aux solutions qu'utilisent les banques. Donc ça, c'est vraiment adapté aux microfinances. Je crois que c'est prénable plus ou moins. OK, super. Alors, je vous remercie d'abord de cette idée géniale qui nous réunit autour de la conformité et particulièrement de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Je remercie également tous les participants qui ont été intéressés par le thème. C'est important d'en savoir toujours davantage à chaque échange.
je crois qu'on arrive toujours à sortir avec des notions supplémentaires et j'estime que les exposés ont été très clairs parce qu'il n'y a pas d'intervenants et on a tous tiré quelque chose de positif de ces échanges. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre implication et je vous souhaite bonne continuation dans cet élan de vulgariser ce domaine qui est la conformité, mais également d'encourager l'amélioration de la qualité des agents en leur dotant des formations adaptées à leurs besoins. Merci. Merci, M. Balabo, merci à M. Bazongo pour ces interventions. Comme vous le savez, nous, c'est notre mission. Nous sommes très heureux que vous avez accepté d'être disponible et de partager vos expériences. C'est une des difficultés que nous avons, c'est de trouver des communicateurs, des animateurs disponibles pour pouvoir le faire. Les gens sont très, très occupés. Ce n'est pas facile d'avoir de disponibilité. Sinon, nous sommes prêts à organiser parce qu'on sait qu'on en a besoin pour échanger sur cette thématique-là, hein, pour apprendre des autres. Moi, j'ai été responsable de formation pendant longtemps. Je pense que même le fait d'être dans une salle de formation et d'avoir des avis d'autres institutions, d'autres pratiques, c'est formateur. D'accord? Donc, c'est pourquoi je suis très heureux, très reconnaissant à ceux qui acceptent d'être avec nous, de venir partager gratuitement leur expérience avec nous et surtout de prendre le temps de préparer les questions parce qu'on sait que vous êtes préparés à répondre à nos questions telles qu'on vous l'avait déjà envoyé. Merci à toutes les institutions qui sont représentées, tous les participants qui ont fait l'effort d'être là, de rester jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, mais qui partent avant la fin, pour diverses raisons. Alors, nous continuons notre activité. Nous avons d'autres activités. Nous avons le prochain atelier de formation en ligne qui permettent de discuter un certain nombre de thématiques très pointues dans des durées de 3 à 4 heures. Donc, le prochain appel que nous avons, c'est sur l'audit externe, qui va permettre de réussir l'audit externe, d'en tirer profit. Et c'est aujourd'hui la fin des inscriptions, mais vous pouvez toujours vous inscrire puisque l'atelier est prévu pour le samedi prochain. Et le deuxième affaire, c'est les techniques de supervision de l'épargne à la carte, qui est un produit aujourd'hui qui facilite l'inclusion, un produit d'appel qui permet à des institutions de trouver de nouveaux clients, mais qui présente aussi des risques qu'il faut savoir gérer. Et nous allons bénéficier de l'expérience d'un expert international togolais qui va montrer comment il faut réussir la supervision, le contrôle de ce produit pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et c'est le 19, le 20 juin, mais dans une semaine, ce sera la fin des inscriptions et nous serons heureux de vous retrouver. Nous avons envoyé dans vos boîtes, dans la boîte à messagerie, les liens pour comprendre tout s'inscrit à cette formation-là. Alors, tous ceux qui ont participé ou même qui se sont inscrits pour participer à la formation, nous allons vous envoyer les supports de présentation, nous allons vous envoyer le lien pour écouter, écouter cet échange et nous serons toujours contents de vous avoir encore plus dans nos différentes activités, webinaires, formations et autres. Une fois encore, merci à tous. Merci aux amis de la RDC, merci aux amis du Sénégal, du Bénin, du Burkina, du Togo aussi. M. Athiopé qui a écrit hier pour participer à la formation, à la séance. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous et aussi là, merci beaucoup M. Bokungu pour la présence discrète. Merci Mme Assanatou qui a toujours été avec nous. Il y a Guindo qui est là. Merci Pape pour son intervention. Merci Bapio que j'ai vu il y a longtemps, que j'ai eu le plaisir de réécouter aujourd'hui. Merci bien. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Et bon. Merci. Ouais.